Bonjour à tous. Donc, je crois qu'on est à peu près au complet. Je vais vous proposer de débuter cette réunion. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlos de Lociano, je suis directeur scientifique de Citeo. Et en fait, je suis là d'abord pour vous accueillir au nom de Citeo, au nom de son directeur général, Jean Ornin, qui est pris par une de nos merveilleuses commissions de filière en ce moment. On en avait une ce matin sur les emballages, une autre sur les papiers cet après-midi. Mais je crois qu'il aurait beaucoup aimé être avec nous cet après-midi et partager les informations que nous allons partager ensemble. Alors, mon introduction va être assez courte. C'est pour d'abord vous présenter ce programme de communication que nous avons baptisé Citeo Prospective. Voilà. Alors, Citeo Prospective, tout simplement, ce sera pour nous un axe regroupant les réflexions, les recherches, les études qui sont résolument tournées vers l'avenir. Voilà, et qu'on veut partager avec vous, partager avec tous les acteurs de la chaîne de l'emballage et de la chaîne des papiers graphiques pour faire marcher l'économie circulaire dans nos deux secteurs. Alors, le fait de faire de la prospective ou de se tourner vers l'avenir, je crois que plus que jamais, c'est absolument indispensable. Quand on fait le tour de nos métiers sont en constante évolution. Et j'ai envie de dire, en ayant quelques années d'expérience dans ce secteur, que le rythme ne fait que s'accélérer. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe depuis 2-3 ans sur certains de nos principaux sujets, et en particulier un qui est omniprésent cet après-midi, qui est la question du plastique, vous êtes tous dans ce secteur-là, et je crois qu'on peut partager le fait que jamais les débats n'ont été aussi nombreux, aussi intenses et aussi impérieux, j'ai envie de dire, sur la bonne gestion des plastiques que depuis 3 ans. Voilà. Ce n'est pas des sujets nouveaux, mais alors depuis 2-3 ans, ça a pris une intensité tout à fait extraordinaire. Voilà. Cette intensité, elle se traduit aussi sur le plan réglementaire. On a cette réunion à une période qui est particulièrement chargée en débat politique, en réflexion sur le cadre de nos activités et le cadre de protection de l'environnement. Alors c'est très vrai au niveau français, puisque vous le savez tous, le gouvernement est en train de mettre la dernière main à cette feuille de route sur l'économie circulaire, dont on ne connaît pas encore le contenu, mais qui portera en particulier sur la bonne gestion des déchets. Donc voilà pour le niveau français. Et au niveau européen, eh bien, on sait tous aussi que les principaux textes réglementaires au niveau européen sont en voie de révision, que ce soit la directive sur les emballages, la directive sur les déchets, et en particulier sur les plastiques, cette feuille de route également sur les plastiques que la Commission a fait paraître en début d'année. Voilà, donc là aussi, il y a une énorme pression à ce niveau-là. D'ailleurs, très honnêtement, moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que de temps en temps, c'est pas très confortable. On a l'impression qu'on est poussé dans le dos par des gens qui nous disent 50% de recyclage, 75% de recyclage, qui dit mieux, 100% de recyclage. Et au même moment, il faut bien avouer que la problématique du recyclage ressemble un tout petit peu à une sorte de mur qui serait caché par du brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a énormément de questions concernant le recyclage qui ne sont pas résolues à l'heure actuelle. Donc on est un peu en tenaille dans ce débat-là. Et plus que jamais, il est important qu'on retrouve nos marques et qu'on partage ensemble, évidemment, tous les progrès ou toutes les réflexions qu'on peut avoir sur l'avenir. Ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que dans cette situation un peu particulière, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes, et notamment le progrès indéniable des technologies ou des réflexions qui sont faites sur l'éco-conception. Alors on va en avoir un exemple cet après-midi avec les travaux qui ont été faits sur des emballages réputés pas si faciles à recycler. On va voir qu'il y a des vrais progrès. De la même façon, vous avez également des progrès qui sont tout à fait intéressants au niveau des techniques de recyclage. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le plastique, et je n'aurai pas l'occasion d'en reparler après, mais dans le plastique, vous avez de plus en plus d'acteurs qui regardent avec beaucoup d'intérêt toutes les techniques de recyclage dites chimiques des plastiques. Voilà. Où on passe par la dépolymérisation, par la pyrolyse, par d'autres techniques, soit thermiques, soit chimiques, pour redécomposer les polymères et repartir ensuite dans des boucles de recyclage. Donc ça, c'est plutôt une lueur d'espoir dans cette situation un peu compliquée où on est aujourd'hui, encore une fois avec des objectifs très élevés, et pas toujours tous les outils pour relever les challenges en question. Voilà. Ce qu'on peut rajouter à ça aussi rapidement, c'est que je ne crois pas dire de bêtises en disant que vous êtes tous dans des entreprises qui, au minimum, vendent dans plusieurs pays à l'échelle européenne, parfois à des échelles beaucoup plus grandes.
Et les débats que je viens d'évoquer très rapidement se retrouvent absolument partout. Je crois qu'on en a des exemples tous les jours dans la presse. Alors j'en prends un ou deux comme ça à peu près au hasard. Mais sur le marché britannique, il semblerait que les emballages noirs fassent la une des journaux spécialisés, avec des prises de position très fortes de certains distributeurs disant qu'ils n'en veulent plus comme type d'emballage. Alors j'allais dire, ça tombe bien, c'est un mauvais jeu de mots, mais on va parler des emballages noirs tout à l'heure, donc on va pouvoir donner un axe de réflexion un peu différent sur ce sujet. Mais voilà, ça se passe pas loin de chez nous, et c'est vraiment un vrai sujet. Alors, on ne va pas se moquer des Britanniques. L'année dernière, nous, on avait eu un certain dossier qui s'appelait le PET opaque, où on a été aussi très, très mis en évidence sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est deux sujets très récents et qui interpellent tous les acteurs de la filière. Et puis, si on va un peu plus loin, on a eu l'occasion chez Citeo, par exemple, de jeter un coup d'œil à ce qui se passait aux États-Unis. Ça bouge. Les États-Unis vous avez un certain nombre d'États qui se posent la question de développer des REP aujourd'hui, parce que le recyclage n'est pas si avancé que ça aux États-Unis. Et puis c'est un peu partout la même chose. On a eu la visite de Japonais il y a 2 mois qui sont venus en Europe. Alors figurez-vous, ils sont venus pour une raison assez simple. Ils ne sont pas très loin de la Chine, vers laquelle ils exportaient une grande partie de leurs déchets pour les faire recycler. Voilà. Et donc les Japonais se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus les exporter. Ils se sont dit, où est-ce qu'on peut aller chercher des réflexions, des coopérations, des informations. Mais ils sont venus en Europe pour faire le tour de l'Europe et nous interroger à nouveau sur ce qu'on pouvait faire en matière de recyclage des plastiques. Voilà. Donc j'arrêterai là parce que je pense que vous êtes tous très initiés sur ces sujets-là. Mais il me semble que pour donner un tout petit peu de couleur aux échanges de cet après-midi, il faut bien se dire qu'on est dans un contexte où on est obligés tous de bouger. Voilà. Et l'objectif de Citeo, c'est de partager l'information pour qu'on ne bouge pas dans le désordre, mais au contraire d'une façon harmonieuse et d'une façon constructive pour la filière. Alors, quelques mots encore sur Citeo Prospective. On ne s'interdit aucun thème. C'est toute la chaîne de l'emballage et des papiers qui est concernée. Donc on parlera d'éco-conception, on parlera aussi de recyclage, on parlera de matériaux, on pourra parler de collecte, de tri, d'organisation du tri quand ce sera nécessaire. Enfin, tous ces thèmes qui se retrouvent dans nos problématiques et sur lesquels à chaque fois on essaiera de vous expliquer vers où on pense qu'il faut aller, comment il faut y aller et le type de rupture ou d'avancée qu'on peut attendre sur tous ces sujets-là. Voilà, notre objectif vraiment, c'est cette notion de chaîne d'acteurs. Elle est pour nous fondamentale. Ça fait 25 ans qu'on essaie de faire bouger le recyclage. Et on s'est aperçu d'une règle toute bête. C'est le principe de la chaîne. C'est que quand il y a un maillon qui ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui tire. Voilà. Donc nous, notre idée, c'est de faire en sorte que tous les maillons soient solidaires dans cette affaire-là. Les sujets qu'on va aborder cet après-midi sont un bon exemple, je crois pouvoir le dire. Il y a des metteurs en marché, mais il y a aussi des fabricants d'emballage, il y a des gens qui travaillent plus largement sur le plastique. Donc à vous seuls, j'ai envie de dire, vous représentez déjà une large partie de cette problématique et de cette volonté de travailler en commun qu'on a ensemble. Voilà. J'en ai presque terminé. Ma présence ici, c'est aussi pour vous dire que si on peut grappiller quelques minutes sur le programme, si vous avez des questions sur l'activité de Citeo, sur les grands sujets qui sont débattus aujourd'hui, c'est le moment, n'hésitez pas. Voilà. Si vous n'en avez pas, je vais quand même vous rappeler un petit peu sur quoi nous on fait porter aujourd'hui nos efforts en particulier. On a un premier axe qui est aujourd'hui très important, qui est le couple entre l'éco-conception et le développement de nouvelles filières. Voilà. On est persuadé que par rapport à toutes ces grandes questions que j'ai très très vite évoquées, il n'y aura pas une seule réponse du côté de l'éco-conception qui réglera tout, ça ne sera pas possible. Et il n'y aura pas non plus une réponse du côté du recyclage avec une technologie miracle qui vous permettrait de mettre en marché n'importe quel plastique. Ça ne sera pas possible non plus. Donc on sera toujours dans cette logique de voir ce qu'on peut faire bouger d'un côté comme de l'autre pour faire progresser les choses. Ça, c'est un axe très important. On y travaille, ça n'est pas le sujet du jour, mais on met beaucoup d'énergie aujourd'hui. Il y a des gens dans la salle qui sont particulièrement sur ces sujets-là pour construire une filière sur le polystyrène. Il n'y a pas de filière de recyclage de polystyrène post-consommation aujourd'hui en France. Donc on travaille avec les principaux acteurs sur ce sujet pour que cette filière soit créée.
On a aussi un gros sujet, je crois qu'il faut le dire, sur tout ce qui est barquette PET, dont on reparlera d'ailleurs à travers les projets, pour construire la bonne organisation de tri et de recyclage sur ces barquettes, etc., etc. Et pour ne pas rester uniquement sur le plastique, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a d'autres matériaux d'emballage, on essaie aussi, par exemple, de développer d'autres technologies de recyclage des aluminiums souples, qui sont aujourd'hui mal collectés et mal recyclés dans notre système. Voilà, donc c'est toute une problématique qui est transmatériaux. Le deuxième point, c'est tout ce qui est extension des consignes de tri. Hein, c'est un très gros projet. Si vous êtes tous dans ces projets-là, c'est aussi parce que vous savez qu'on va être pendant quelques années finalement sur une campagne de communication assez massive hein, vis-à-vis des consommateurs français, en leur expliquant qu'ils doivent maintenant trier tous leurs emballages. Voilà. Donc le plastique, les emballages, le recyclage vont être particulièrement, je dirais, sur l'écran du radar dans les années qui viennent. Pour nous, c'est un très gros sujet. C'est un programme où on a déjà couvert le quart du territoire. C'est un programme qui rencontre bien évidemment des choses moins faciles que d'autres. Hein. Le contexte du recyclage n'est pas tout à fait facile aujourd'hui. Mais je voudrais vous réassurer sur un point, c'est que sur les 15 millions de Français qui trient aujourd'hui tous les emballages, on a constaté que la simplification du message rencontre les attentes des consommateurs, que cette simplification produit un geste de tri plus efficace et que donc nous avons une augmentation des quantités recyclées dans les zones qui sont en extension de consigne de tri par rapport aux autres zones. Ça tombe bien, c'est quand même ce qu'on recherchait hein, dans l'affaire. Le troisième sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu barbare la consommation hors foyer ou la consommation nomade. Là, c'est à l'évidence un sujet sur lequel il va falloir faire des progrès. C'est tout ce que vous voyez ou plutôt que vous ne voyez pas quand vous allez dans des gares, dans des aéroports, c'est-à-dire les poubelles de collecte sélective qui ne sont toujours pas en place, quoi. C'est vraiment ahurissant, mais il faut vraiment passer n'importe quelle frontière pour trouver ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui en France. Donc c'est un vrai sujet. Et puis après, il y a un quatrième sujet qui est un peu plus technique, mais puisque je suis à les énoncer, je vous le dis aussi, c'est l'évolution vers ce qu'on appelle les systèmes de tarification incitative, c'est-à-dire ce fait tout bête hein, de chercher à faire payer le consommateur en fonction de ce qu'il produit comme déchets et en fonction de ce qu'il trie comme déchets. Voilà. On sent bien la puissance qu'aurait un système comme celui-là pour faire que les gens trient mieux. Bon, c'est pas facile à mettre en place, mais il y a une partie de la population française qui est couverte par ces systèmes-là. Et du point de vue de Citeo, c'est quelque chose qu'on veut absolument promouvoir dans les prochaines années, toujours dans le même objectif, c'est d'avoir une performance de tri en croissance. Voilà, donc j'ai fait un tour d'horizon de nos principaux dossiers. Puis maintenant, je crois qu'il est temps de rentrer dans le vrai programme de cet après-midi. Donc, je vais demander à Sophie de bien vouloir me rejoindre et puis surtout de prendre le relais pour aborder les autres sujets. Merci, Carlos. Bonjour à tous, Sophie Bonnier, responsable éco-conception chez Citeo. J'ai le plaisir d'animer cette réunion. J'ai la lourde tâche de poursuivre après Carlos. D'abord, le déroulé de cet après-midi. Donc, on aura une présentation de l'ensemble des projets que nous avons menés depuis 2015 pour améliorer la recyclabilité des emballages en plastique. Puis, nous aurons le plaisir de nous réunir dans des forums sur les 3 enjeux qui seront montrés cet après-midi. Donc, il y aura un espace forum ici, un sur l'estrade et un de l'autre côté pour répondre à vos questions, aux questions que vous auriez aimé poser peut-être de vive voix tout de suite au moment des présentations. On vous demande de les garder pour vous et vraiment de les réserver au moment des forums, sachant que vous pourrez circuler d'un espace à l'autre. On a choisi cet endroit, la BPI, parce que c'est un endroit à la fois très agréable, mais aussi décloisonné. Donc l'idée, ce sera vraiment de passer d'un enjeu à l'autre, de question à l'autre. N'hésitez pas à circuler au moment du forum. Alors, voilà. Merci Élise. Peut-être quelques chiffres clés. Carlos a évoqué l'enjeu des plastiques, qui est effectivement un enjeu de plus en plus prégnant pour nous. Sur 5 millions de tonnes d'emballages mises sur le marché chaque année en France, on va avoir un peu plus d'un cinquième d'entre eux qui est constitué d'emballages en plastique. Le reste, ce sont bien sûr des emballages en verre qui constituent une grande partie des volumes en termes de tonnes collectées par Citeo. On va également avoir les autres matériaux, donc du carton, du métal, acier et aluminium. Aujourd'hui, nous ne parlerons bien sûr que du plastique. Autre chiffre clé, le taux de recyclage. Il est en moyenne donc de 24%. En moyenne, donc toutes
types d'emballages en plastique confondus, que ce soit des bouteilles ou les autres formats, les pots, les barquettes, les films. Et si on fait un focus en particulier sur ces différents formats, on a une bouteille sur deux qui aujourd'hui est triée par les consommateurs. Pourquoi une sur deux ? Carlos l'a dit, on trie mal dans les endroits de passage public type gare, concert, etc. Il y a des vrais enjeux sur la consommation nomade. Et sur les autres emballages en plastique, donc aujourd'hui on est à 3%, tout simplement parce que toute la population française n'avait pas accès jusqu'à maintenant au tri de ces emballages qui n'étaient pas des bouteilles et des flacons en plastique. Un petit focus sur les résines plastiques que l'on retrouve derrière tous ces emballages en plastique. On se rend compte en fait que 5 résines vont représenter 90% des tonnages de plastique. Le PET, pour la fameuse bouteille d'eau en classique, le PEHD, le PEBB, le BD, le PP et le PS. Alors, j'espère que vous êtes tous familiers avec ces sigles. Donc grosso modo, le PET, on a la bouteille d'eau, le PEHD, on a une bouteille de lait dans son temps, le PEBD, ça va être tout ce qui est emballage souple, le PP, la bouteille de shampoing, le PS, le pot de yaourt, par exemple. Emballage emblématique, bien sûr, j'en oublie certainement. Alors, l'objectif de Citeo, face à ces chiffres clés, bien sûr, c'est d'augmenter le taux de recyclage des plastiques, en particulier pour lutter contre les déchets que l'on retrouve dans la nature. On trouve que c'est aujourd'hui inadmissible de voir tous ces sujets, océans de plastique. Il y a 3 jours un documentaire sur Arte à ce sujet-là, et c'est vraiment une prise de conscience générale à laquelle on cherche à contribuer activement. Donc on a ce plan d'action sur l'amélioration du taux de recyclage des plastiques qui vise à multiplier par 2 ce taux de recyclage, donc de passer de 24% à plus de 50%, mais surtout le zéro décharge, le zéro plastique dans la décharge et encore mieux dans la nature. Pour ce faire, donc, un programme d'extension des consignes de tri des emballages plastiques à tous les emballages en plastique. On va travailler avec l'ensemble de la chaîne de valeur des emballages, à commencer donc par vous, les concepteurs d'emballages ou les metteurs en marché, pour les éco-concevoir, faire en sorte que dès la conception, on puisse faire en sorte derrière de les recycler. Ça va être de travailler avec les citoyens pour encourager le geste de tri, les aider à reconnaître un emballage quand c'est un emballage et l'encourager à le mettre dans la bonne poubelle et lui donner d'ailleurs accès à une poubelle dans certains endroits. On va également travailler donc avec les collectivités pour améliorer la mise en place des poubelles dans les rues, par exemple, ou encore les dispositifs de collecte, de circulation des camions, etc. Et enfin, on va travailler avec les opérateurs de tri et de recyclage. Les centres de tri, il s'est avéré de temps en temps qu'ils étaient trop petits ou qu'ils nécessitaient une modernisation pour être en capacité de trier ces nouveaux emballages en plastique. Et les recycleurs, bien sûr, pour voir s'ils arrivent à recycler ces nouveaux emballages plastiques qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant dans leur process. Donc un gros programme qui, bien sûr, ne se fait pas du jour au lendemain. On l'a démarré dans les années 2012, c'est bien ça, avec 3 millions de Français pour une expérimentation, grosse expérimentation quand même, 3 millions de Français qui étaient embarqués, pour voir à ce moment-là s'il y avait des réticences à ce geste de tri auprès des consommateurs, pour voir si les centres de tri arrivaient à trier ces nouveaux plastiques. Et puis avec les recycleurs aussi, voir quels étaient les premiers freins au recyclage de ces nouveaux emballages plastiques. Aujourd'hui, Carlos l'a dit, on a un quart de la population qui a la possibilité de trier tous ces emballages en plastique dans la poubelle jaune, donc c'est quand même significatif. Et on vise à aller vers 2022, 100% de la population française qui pourra mettre tous ces emballages en plastique dans la poubelle jaune. Nous avons donc jusqu'en 2022 pour travailler à la fois sur l'éco-conception des emballages avec vous, mais aussi sur l'amélioration des process de recyclage avec les recycleurs, et faire de la R&D sur d'autres systèmes de recyclage innovants, type recyclage chimique, comme l'a évoqué Carlos. Les enseignements à date sur l'état des lieux finalement du recyclage des différentes résines. Ce que l'on savait déjà depuis toujours, c'est que les bouteilles en PET, nous arrivons parfaitement à les recycler. La question est, est-ce que nous allons pouvoir intégrer avec ces bouteilles les barquettes en PET ? On pourrait penser comme ça de manière intuitive que, allez, facile. En fait, non. Une barquette en PET dans un process de recyclage ne va pas se comporter comme une bouteille en PET.
En plus, le grade de PET qui va être utilisé dans cette barquette n'est pas tout à fait le même que dans la bouteille, ce qui fait que finalement, on a un certain nombre de difficultés pour agir sur le recyclage de ces barquettes en PET, mais on y travaille activement. Vous le voyez ensuite, les bouteilles et flacons en PE, HDPP que l'on recyclait en recyclage mécanique depuis plusieurs années. On compte bien y intégrer également les pots barquettes en PP et PE. Ça ne sera pas non plus avec un claquement de doigts, mais ma foi, ça sera probablement réalisable. Pour ce qui est des films souples, ce que l'on constate pour les films en base PE, donc typiquement le film qui est utilisé autour d'un pack d'eau, ce film-là, a priori, on devrait avoir un gisement suffisamment important et des acteurs économiques intéressés pour les recycler à terme. Mais pareil, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. On voit qu'il y a quand même des difficultés à la fois économiques et de marché qui sont compliquées, notamment parce que la Chine a fermé ses portes aux déchets mondiaux. Nous n'étions pas dans une situation où nous exportions nous-mêmes là-bas nos déchets, néanmoins nos copains européens le faisaient et du coup ça bouscule globalement le marché européen du recyclage. L'EPS, c'est un gros sujet, nous y travaillons activement. Là on a vraiment pour nous, du point de vue du recyclage, un nouveau matériau. On n'avait pas de filière de recyclage du PS et donc on va travailler jusqu'en 2022 pour voir si on arrive à installer cette filière. Des choses existent en Allemagne et en Espagne. Mais ma foi, les débouchés sont limités. Vous le voyez sur la partie droite de l'écran, des cintres ou des boîtes de CD, par exemple, pourraient être constitués des débouchés du recyclage du PS. Enfin, des vrais sujets de R&D d'un point de vue éco-conception, on passe aux pots barquettes complexes. Par complexe, on entend en fait un mélange de différentes résines de plastique ou bien de différents matériaux, du plastique plus de l'aluminium, par exemple. Tout ce qui est PET multicouche, film souple, en PP ou complexe. Là, pour des raisons soit de disponibilité de gisement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait assez de quantité d'un déchet d'emballage de la même forme et de la même composition pour après intéresser un acteur économique du recyclage. Parfois, ça n'est pas le cas. C'est par exemple la situation à laquelle on est confronté pour les souples en PP. Et parfois, par contre, ça va vraiment être lié à des difficultés technologiques de recyclage. Donc pour ces éléments-là, on va plus envisager une valorisation énergétique sous la forme de CSR, combustible solide de récupération. Donc valoriser ces potentiels, ces éléments qui contiennent beaucoup d'énergie, plastique, dans des industries type fabrication de ciment. Enfin, les emballages en PVC. Pour cela, à date, on pense qu'il n'y aura pas de filière de recyclage, encore une fois pour des questions de gisement et d'acteurs intéressés par le sujet. Et en parallèle, on ne pourra pas non plus envisager une valorisation énergétique, notamment en CSR, parce que les éléments en PVC dégagent des éléments, des composés chlorés qui sont néfastes pour l'environnement dans des activités qui utilisent le CSR. Donc voilà pour le grand panorama des filières de recyclage plastique. Aujourd'hui, nous avons, au regard de ce constat précédent, 3 enjeux clés de travail en termes d'éco-conception pour améliorer la recyclabilité des emballages en plastique. Le premier, finalement, va être valable pour tous les matériaux d'emballage. Faire en sorte que mon emballage soit relativement simple dans sa composition et qu'il ne mette en œuvre qu'un seul matériau d'emballage. Par matériau, j'entends plastique d'un côté, carton de l'autre, métal, aluminium. Vraiment, le premier enjeu, passer d'un emballage multimatériaux à monomatériaux. Une fois que je suis en monomatériaux, pour le plastique, donc je suis en plastique mais potentiellement en plusieurs résines plastiques, l'enjeu ça va être de tendre vers un minimum de résines ou en tout cas des résines qui vont être compatibles au recyclage entre elles. Deuxième enjeu, favoriser le développement d'emballages en monorésine qui en plus contiennent des éléments, système de bouchage, étiquettes, qui ne vont pas perturber le recyclage de cet élément principal en monorésine. Vous le verrez aujourd'hui, on l'illustrera avec l'exemple de la barquette et de l'opercule. Et pour le premier enjeu, je suis allée trop vite, avec des exemples d'emballage en complexe, une boîte qui contenait plusieurs matériaux, ou bien la fameuse gourde de Materne qui contient à la fois du plastique et de l'aluminium aujourd'hui.
Dernier enjeu, une fois que j'ai travaillé sur le passage à monomatériaux puis monorésine, je m'assure que dans ma résine, je n'ai pas d'additifs ou de colorants qui ne vont pas être compatibles avec les process de recyclage. En l'occurrence, les emballages noirs dont parlait tout à l'heure Carlos. La problématique avec les emballages sombres qui contiennent une certaine quantité de noir de carbone, c'est qu'au niveau du tri des emballages, on va avoir des difficultés à les détecter et donc à les orienter vers la bonne filière. 4 projets cette fois qui seront présentés sur le sujet cet après-midi.